Nantes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir les vraies voix de l'été, entre deux averses et deux déclarations de candidature à la présidentielle, nous décortiquons l'actualité dans la bonne humeur. Voici le sommaire. Dans un instant, la question du soir. Certains tolèrent, d'autres s'offusquent. Les maires de ville doivent se prononcer sur la venue dans leur salle de spectacle de Patrick Bruel. Nous vous posons la question, #Patrick Bruel. Les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville ? Le MEDEF organise un match à 7 sur la terre battue de Roland-Garros. Deuxième jour de la REF et point d'orgue à venir. Les chefs d'entreprise interrogent 7 candidats déclarés à la présidentielle. Nous vous en proposerons les temps forts. Ouvrons le débat à 18h05 alors qu'un nouveau sondage IFOP fiducial prédit un raz-de-marée du Rassemblement national en 2027. Notre question, #MEDEF. Le RN est-il un allié des grands patrons ? Vous réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre chaîne YouTube pour répondre à ces questions. Mesdames et messieurs, voici les 3 vraies voix. Alors j'ai donc un petit peu le cœur serré parce que les vraies voix de l'été se terminent. Alors les 3 qui sont là ce soir sont venus beaucoup cet été. Je n'oublierai jamais sa mèche et sa voix de ténor. Mais il est surtout entrepreneur et consultant. Pierre-Yves Martin, bonsoir. Bonsoir. Je n'oublierai jamais sa capacité à s'offusquer, à remettre les hommes à leur place et surtout son sourire si chaleureux. Conseillère de Paris ? Non, toujours pas. Toujours plus en tout cas. Mais je vois que vous tenez à ce que j'occupe un mandat officiel. Oui, c'est ça. Autrice, féministe, écologiste, Raphaël Rémy-Leleu, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, à force de déconstruire, je vais repartir de cet été sans fondation. Notre chef d'entreprise, Pascal Giral, bonsoir. Pourquoi vous parlez pas de ma mèche ? Ah bah parce que malheureusement, c'est pour l'année prochaine. Ça me manque en termes d'inspiration. Voilà. Bonsoir à tous. Allez, la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Patrick Bruel souhaite chanter sur scène et maintient sa tournée dans toute la France. Pourtant, l'idole des années 90 est mise en examen pour 4 dossiers de violence sexuelle et fait l'objet de 32 plaintes pour viol et agression sexuelle. Chaque maire de ville hôte des concerts y va de son commentaire. Votre question du soir, vous répondez #Bruel. Les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville ? Alors, pour bien rappeler l'état des lieux, le contexte, notre Louis de Kergorlet est là, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Vous allez nous éditorialiser tout cela avec votre talent habituel. Pas simple, en tout cas les maires sont obligés de se prononcer. Exactement, alors quelques rappels sur cette tournée de Patrick Bruel. Donc c'est sa tournée À leur regard qui doit se dérouler du 2 octobre au 21 novembre. Au total 35 dates dans presque autant de villes. Et donc, ça ne vous aura pas échappé, des maires et des politiques qui prennent de plus en plus la parole sur le sujet. La prise de parole, la plus notable de ces derniers jours, c'est Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle répondait hier au micro de France Info sur cette question épineuse. Patrick Bruel peut-il continuer sa tournée ? Réponse. Je crois que les conditions, elles sont pas réunies pour que ces concerts puissent se tenir. Et c'est pas venir enfreindre le principe de la présomption d'innocence. Il est mis en cause. Il y a aujourd'hui des mises en examen qui sont en cours. Et donc, il y aura une enquête et des instructions judiciaires. Mais est-ce que les conditions sont réunies ? La réponse est non. Bon, alors évidemment, le pouvoir politique, les vraies voix, juste une question comme ça, clin d'œil. On commence par la question clin d'œil. Vous iriez à un de ces concerts, vous, Pierre-Yves Martin ? Non. Vous iriez, Raphaël Rémy-Leleu ? Non, et je crois que la sécurité ne me laisserait pas rentrer. J'imaginais. Pascal Giral ? Pas particulièrement, parce que je suis pas particulièrement fan de Patrick Bruel, mais pourquoi pas ? Bon. Non, c'est bien de le dire. Moi, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une chanson que j'aime bien de lui, mais le titre, c'était Marre de cette nana-là, donc je pense que vraiment, c'est pas possible. Ouais. Oh là 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 là, la provocation. Mais elle était sympa, cette chanson. J'en sais rien. C'était un jeune adolescent qui disait, j'en ai marre de cette nana-là, marre de cette... Je retournerai chez maman, tout ça. C'était un de ses premiers titres. Il était quand même assez évocateur, quelques années après. Alors, Louis, nos maires. Voilà, exactement. Les maires, du coup, qui lui ont emboîté le pas, notamment Ladislas Verne, donc c'est le maire d'hiver droite de Chartres. Écoutez, lui, ce qu'il avait à dire sur cette venue ou pas de Patrick Bruel dans sa ville. Il y a une prise de conscience nationale de ce sujet. Patrick Bruel est un artiste qui, entre le moment où il a été programmé à Chartres et aujourd'hui, il y a 32 plaintes, effectivement. Il y a plusieurs mises en examen. Donc, il y a une volonté de notre part de laisser la justice le temps de travailler sereinement et de mettre en valeur la parole des victimes. C'est ce que je comprends également de l'intervention d'Aurore Bergé.
Voilà. Et puis alors il y a ceux qui souhaitent pouvoir l'interdire, mais ne le peuvent pas. C'est le cas de Frédéric Fauvet. C'est le maire PS d'Amiens. En l'état, je ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'on demande aux législateurs, aux députés, peut-être de faire évoluer la loi pour que on ait des outils qui, lorsque il y a des violences sexuelles, sexistes, des atteintes graves aux discriminations, on puisse faire figurer des clauses qui nous permettraient d'annuler ou de reporter les manifestations prévues. Alors là, Louis, tiens, on entendait quelqu'un dans le son, mais ça c'est juste le montage, c'est personne qui nous a demandé. Mais Louis, justement, je profite là de ce que disait le maire pour solliciter nos vraies voix. Il faudrait adapter la loi de telle sorte que le maire puisse décider. Alors attention, ça peut marcher dans les deux sens, hein, Pierre-Yves Martin. Hein. Mais en fait, pour moi, alors, je suis pas forcément au fait de tout, mais pour moi, il y a deux éléments autour de cette notion de liberté. Le premier élément, c'est que dans le cas d'une salle de concert appartenant à un propriétaire privé, je vois pas forcément en quoi le maire peut intervenir. Ça, d'accord. Et le deuxième élément, c'est que il me semblait que à la limite sur ces sujets-là, c'était plus un sujet d'ordre. Et donc du coup, est-ce que c'est pas plutôt le préfet qui devrait intervenir et non pas le maire? Mais le maire est en même temps en gage de proximité. Il y a en tout cas un vrai sujet de liberté qui est posé et qui est loin d'être simple à élucider, je trouve. Oui, parce que tout le monde peut en prendre pour son grade politiquement sur un éventuel concert, Raphaël Rémy-Leleu, si le maire décide. Si le maire décide, en fait, il y a plusieurs choses. Oui, je suis d'accord. Il y a une question de programmation des salles municipales, et donc en effet là, ça ne peut pas être uniquement selon la décision du maire, avec un refus, par exemple, de la diversité politique ou artistique dans certaines salles municipales. Ce serait extrêmement gênant. Et d'ailleurs, ce sont des dérives qu'on connaît dans certaines communes, notamment celles gérées par l'extrême droite. Et je vous voyais venir là-dessus. C'est contre, non mais par contre, vous avez raison sur la question des salles privées. Il y a la question du trouble à l'ordre public. Et donc là, c'est en effet plutôt une action qui doit être concertée entre les maires des communes et les préfets. Et puis, il y a aussi une question quand même de droit du travail. Parce que ce qu'on a vu dans tous les témoignages qui sont ressortis des agissements de Patrick Bruel et quelque part de son mode opératoire, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de femmes qui ont été agressées sur les lieux des spectacles, dans les loges, dans les couloirs, dans les coulisses. Donc là, mettre en perspective les accusations par rapport au risque. Et là, en fait, concert. On a une obligation de la part des employeurs de protéger leurs salariés face au risque d'agissement sexiste ou de violences sexistes et sexuelles, ce qui vaut pour les tourneurs privés comme pour les municipalités. Et d'ailleurs, il y a eu une demande que le ministère, et non pas cette fois-ci le législateur, que le ministère intervienne pour retirer sa licence de producteur à Patrick Bruel, puisqu'en fait, il autoproduit sa tournée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que finalement, il a pris la décision, parce qu'on n'imagine pas un producteur se dire allez, j'y vais parce que... Je continue, voilà. Même des assurances, d'ailleurs. Oui, en plus des assurances. Pascal Giral, sur la possibilité d'un élu, finalement, de décider ou non de la programmation. Bon, c'est toujours un peu aussi le cas, quand même. Oui, indirectement. Je pense que les maires de France ont suffisamment à faire pour pas endosser cette responsabilité supplémentaire qui consiste à autoriser ou ne pas autoriser un spectacle, une exposition, quoi qu'il en soit. Bon, ça risque de lui retomber dessus au maire. Il autorise trouble à l'ordre public, il autorise pas problème de commerciaux avec les hôtels du coin, avec les restaurants, etc., etc. C'est très difficile, mais en tout cas, la logique voudrait que un maire de France n'a pas à se mêler de ce genre de choses. Et si quelqu'un doit faire le ménage et doit faire la police, c'est au niveau du préfet. Bon, on est déjà dans cette première partie de notre débat. Je rappelle la question, #Patrick Bruel, les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville? On est dans un aspect un petit peu plus institutionnel sur le droit, sur le rôle des maires. Bien sûr, comptez sur nous. Dans la deuxième partie, nous allons traiter de la question des concerts de Patrick Bruel et de la décision de l'artiste accusé de se livrer sur scène. Alors, donc, Louis de Kergorlet. Oui, pour conclure, donc pour une quinzaine de maires qui se sont positionnés officiellement contre la venue de Patrick Bruel, pour l'instant, il y en a 3 qui ne se sont pas opposés à sa venue. Vous avez Serge Drouard à Orléans, Éric Ciotti à Nice et Jean-Luc Moudenc à Toulouse.
Et dernière petite précision, un peu en lien avec ce que vous évoquiez. Alors, seules les villes qui gèrent directement l'espace de concert peuvent interdire aujourd'hui la venue de Patrick Bruel. Et c'est le cas notamment du maire de Chartres qui gère directement. Donc, lui aura la main mise sur la venue ou non de Patrick Bruel. Sinon, c'est comme vous l'évoquiez, c'est au préfet en fait de prendre cette décision en cas de potentiel trouble à l'ordre public causé par sa venue. Un maire comme le maire de Toulouse, Monsieur Moudinque, dit, il dit dans un premier temps, c'est la liberté d'expression. Hein. Il a utilisé aussi ces termes. Oui, c'est ça, vraiment laisser la justice faire son travail. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on essayait de le faire intervenir et voilà, il a souhaité ne pas non plus apporter à la polémique, juste dire il ne faut pas s'opposer à sa venue, point, et on n'en fait pas plus. Oui, c'est un petit peu comme Pascal Giral tout à l'heure, c'est-à-dire non, j'irai pas à son concert, mais bon, pourquoi il y a peut-être, si vous permettez, il y a peut-être dans le sujet qu'on aborde ensemble, il y a aussi un double biais. Il y a le premier biais qui est de dire je me positionne pour des questions de justice, de moralité, et je refuse que soit organisé tel et tel concert parce que je suis choqué par ce qui est prétendument possible et les faits qui sont reprochés à Patrick Bruel. Donc il y a une dimension morale de justice. Et il y a après une question de trouble public. Et tout le sujet, c'est aussi, et pour un maire comme pour un préfet, c'est aussi de savoir si laisser organiser un concert dans une sphère complètement privée, quelle assurance on a que à la sortie du concert, il n'y ait pas des manifestations, il n'y ait pas des dérapages, etc. Parce que vous, par exemple, Raphaël Rémy-Leleu, qui êtes militante féministe, vous êtes peut-être au fait, c'est-à-dire que est-ce que, par exemple, il y a des manifestations qui sont prévues, déjà des actions en amont de ce concert, et donc que clairement on peut dire oui, c'est dangereux de l'organiser ? Alors, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce lien logique-là très spécifiquement, puisque ça n'est pas parce qu'il va y avoir des manifestations féministes que c'est dangereux de l'organiser. Moi j'ai juste parlé de manifestations, j'ai pas dit féministe. Non, je sais, mais en l'occurrence, sur la tournée de Patrick Bruel, je pense que ce seront plutôt des manifestations féministes, et je vous prends un autre exemple, les faits ne sont pas comparables. Par contre, la modalité d'action militante l'est, c'est lorsque Quentin avait refait une tournée, il y avait eu des mobilisations féministes avant chacun de ses concerts. Et en fait, à aucun moment, le concert en lui-même, les spectateurs, les spectatrices, ou même Bertrand Cantat ont été mis en danger d'aucune manière. Bertrand Cantat, parce que j'avais mal compris. Oui, Bertrand Cantat. Donc c'était bien sûr des manifestations éminemment pacifiques, et je n'ai aucun doute que les manifestations qui auront lieu à la proximité des concerts de Patrick Bruel seront également pacifistes, puisque ça fait partie du cœur des valeurs féministes. On milite pour l'abolition des violences, pas pour en perpétrer de nouvelles. Là, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est cette demande de prise de position des maires, quand la salle est communale notamment, parce que finalement, on leur demande d'avoir un avis. Et je reste convaincue que la ligne est en train de bouger, et heureusement, mais je reste convaincue qu'il s'agirait d'un autre type de crime. Il ne viendrait à l'esprit de personne de se dire « cet homme est accusé d'un braquage à main armée, et tiens, si j'allais le voir en concert ». Par contre, les violences sexistes et sexuelles, comme on a encore en esprit que ça relève quelque part de l'intime et de la sphère privée, il y a toujours ce truc qui nous laisse entendre que peut-être le crime ne serait pas si grave ou pas si évident, et qu'en tout cas que le positionnement ne serait pas si évident. D'être l'auteur d'un viol que d'un. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, si l'impunité a été aussi massive pendant si longtemps, c'est parce qu'on n'a pas eu le même traitement des violences sexistes et sexuelles pendant longtemps. Parce que ça peut être parole contre parole, c'est ça. Par rapport aux autres types de crimes violents. J'ai pas tout à fait la même lecture, et le sujet, c'est pas de savoir qui a raison, c'est pas ça, hein. Mais c'est que je pense que ce qu'il y a d'un peu troublant dans cette affaire, c'est que ce chanteur a bénéficié d'une cote de popularité gigantesque. Et donc je pense que pour chacun, il y a une part de je dois quelque part me renier. Oui. Parce que je lui ai apporté. C'est le syndrome Michael Jackson. Ah oui, ça dans l'éthique personnelle des gens, bien sûr. C'est le syndrome Michael Jackson, c'est-à-dire c'est la star historique de l'histoire de la pop, Michael Jackson. Mais quand on apprend qu'il a les pratiques qu'il avait, exactement. Voilà. Pascal Giral, le fait que les maires se prononcent, c'est intéressant parce que ça montre aussi pour les victimes que on prend en compte, c'est-à-dire que le chanteur va aller chanter, mais quand même. Certes, mais on peut se prononcer que quand il y a un avis
une justice, quand la justice a été rendue. Ensuite, on fait... Et c'est en ça que la comparaison avec l'attaque à main armée, c'est... Donc, jusqu'à maintenant, tout ce jugement définitif est encore dans le flou. Donc, c'est ça qui ajoute, quelque part, est-ce qu'on pourrait pas, et c'est pas du tout provoque, est-ce qu'on pourrait pas acter le fait que de cette discussion-là, si on reprend vos propos sur l'absence de risque de troubles publics liés au caractère pacifiste des mouvements féministes, du coup, il y a cet élément de trouble qui est plus possible. Donc, on se place uniquement sur la dimension, entre guillemets, morale. Et droit du travail. Alors, droit du travail, vous avez raison. Mais comme la justice n'est pas encore passée, et ça pose vraiment un vrai sujet profond de liberté individuelle, enfin de liberté. La question c'est s'il fait ça le comble, c'est-à-dire que si des gens vont voir quelqu'un qui est quand même suspecté de ça, moi j'irai pas le voir. Mais c'est là où en effet c'est une question aussi d'éthique personnelle et d'acceptation sociale. Ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait il n'y a pas et il n'y a jamais eu et jamais aucun collectif féministe de ma connaissance, et j'en connais un paquet, n'a jamais demandé l'interdiction administrative de la tournée de Bruel ou de Cantat. Parce que oui, il y a une question de liberté fondamentale, et en fait, ce qui est interrogé, ça n'est pas la liberté pour ces hommes de monter sur scène, de prendre une guitare et de chanter, c'est l'interrogation sociale de est-ce qu'on est à l'aise avec ça. Bon, vous savez, c'est tellement passionnant que et merci à notre réalisateur Maxime Sénat qui m'envoie la petite musique. C'est vrai, c'est le moment de la respiration, mais c'est passionnant ce débat, Maxime. Oui, mais il faut bien manger quand même. Voilà, alors, il faut manger. On revient tout de suite. On continue. Restez avec nous. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. 15 maires de communes se prononcent pour l'annulation des concerts de Patrick Bruel. Le chanteur doit se produire dans une trentaine de villes à partir du 2 octobre prochain, malgré les 32 plaintes et 4 mises en examen dont il fait l'objet. Notre débat, #Bruel, les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville? Nos 3 vraies voix ce soir, Pierre-Yves Martin, Raphaël Rémy-Leleu, Pascal Giral. Nous avons bien avancé dans la réflexion, dans l'idée. On voulait avoir votre réaction au 0826 300 300, c'est le principe. Je crois que Brigitte de Seine-et-Marne est avec nous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos invités, aux auditeurs. Bonsoir. De Nandy, c'est ça Oui, c'est ça. C'est à côté d'où déjà Nandy? C'est pas très loin de Melun, on va dire. Oui, voilà, c'est dans le sud. C'est dans le sud. Ouais, c'est dans le sud de la Seine-et-Marne. C'est le natif de Meaux que je suis, qui cherchait un peu au sud, parce que c'est un des plus grands départements, quand même. Oui, il y a plus de 80 km qui nous séparent. Oui, ça fait beaucoup. Alors, en revanche, peut-être ce qui nous rassemble, c'est cette réflexion sur ces maires. Vous êtes avocate, c'est ça, Brigitte? Vous en pensez quoi? C'est ça. Alors bon, moi déjà, il y a une chose qui m'horripile un petit peu, c'est tout ce qui est la justice en dehors d'un tribunal, si vous voulez, parce que je suis avocat et parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Et le problème, c'est que si ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il y a des défaillances dans la justice, parce que ça va pas assez vite. Et ça, on a un État faible, donc c'est pas faire régner l'ordre comme il le faudrait non plus. Et donc du coup, on rend la justice un peu sur un tribunal médiatique ou par le biais d'un maire ou par le biais d'autres de diverses manifestations. Nous d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, moi journaliste avec mes 3 éditorialistes, c'est ce qu'on fait. Alors moi personnellement, ça me fait très très peur parce que la présomption d'innocence, c'est quand même un principe fondamental de la justice. Alors je sais bien qu'aujourd'hui la justice c'est la loterie, je sais bien que je suis bien placée pour le savoir, énormément de gens sont déçus et n'ont plus confiance. Le problème c'est que par exemple, je vais prendre l'exemple d'Harry Habitant, il a été innocenté. Il y a d'autres gens qui sont tous les jours qui ont des non-lieux parce qu'en réalité la plainte qui a été portée n'est pas caractérisée d'un point de vue pénal. Moi je connais pas le dossier Patrick Bruel, donc j'irai pas me prononcer là-dessus d'un point de vue strictement du dossier. Ce que je sais par contre, c'est que les avocats ou les gens qui font fuiter des éléments font toujours fuiter les éléments qui les arrangent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais justement, je disais dans mon lancement, Brigitte, que il y avait les plaintes, mais il y a aussi les mises en examen. Quand il y a 4 mises en examen, c'est qu'il y a quand même déjà une étape supplémentaire, non, Brigitte?
Écoutez, oui, en fait, la mise en examen, si vous voulez, c'est surtout pour permettre à Patrick Bruel de pouvoir aussi se défendre. Ça lui permet aussi d'avoir accès au dossier, de se défendre, d'apporter ses propres arguments, de pouvoir auditionner des gens. Enfin, c'est quelque part, quand il y a, on va dire, des présomptions, c'est normal qu'à un moment donné, on mette quelqu'un en examen. Je veux dire, c'est pas quelque chose de complètement déconnant dans la procédure. Ouais. Et c'est pas parce que vous êtes mis en examen que vous êtes coupable. Bon, c'était très important votre. Oui, juste vous. Allez-y pour conclure. Je voudrais finir sur Gérard Miller. Gérard Miller, lui, il a été, je veux dire, il a été mis en examen pour des faits de viol et y compris sur des jeunes filles, des mineurs. On l'a autorisé sous contrôle judiciaire à partir en vacances en Italie. Là, j'ai pas vu les féministes et les LFistes aller manifester ou crier haro sur le bonnet. Donc, si vous voulez, et je pense aussi que les maires n'ont pas à se mêler de ça non plus. Le juge aurait très bien pu dire à Patrick Bruel, vous avez un bracelet ou vous restez chez vous à résidence et vous n'avez plus le droit de travailler. Le juge avait tout simplement la possibilité de lui dire, de mettre un contrôle judiciaire en place et de dire, vous ne vous approchez plus de femmes parce que je considère que c'est trop grave ce que vous avez fait ou ce que potentiellement vous pourriez être condamné. Donc, voilà. Merci Brigitte. Vous nous placez le débat exactement où je souhaitais qu'il aille. Alors c'est vous qui nous l'avez lancé. Merci beaucoup Brigitte et Pascal Girard. Réaction évidemment sur la présomption d'innocence. Mais là on a des personnages publics. Ils ont des avantages considérables. Mais Bruel, il arrive quelque part. Allez Monsieur Bruel, c'est pour moi l'addition, machin, tout ça. Moi je suis allé l'interviewer à Bercy pendant le tennis. Il était là. Il m'a renvoyé comme si j'étais un gueux. Allez va-t'en. J'ai rien dit. Désolé Monsieur Bruel, aujourd'hui je suis content de parler de ça, vous voyez, parce qu'il m'avait mis la haine, quoi. Bon, bref, mais c'est des avantages, des inconvénients, ça fait partie du jeu, Pascal Girard. Comme notre auditrice vient de le dire, tout ça part du constat que notre justice ne va pas assez vite et n'est pas assez claire sur certains sujets, notamment celui-là, qui est un vrai sujet de société urgent et manifestement dilué dans un espèce de brouillard où tout le monde a sa propre opinion et pas assez tranché. Est-ce qu'elle pourrait aller plus vite, Pascal, quand même, parce qu'il faut... Pour moi, c'est pas... Pour moi, on peut faire une partie de ping-pong ou pas ensemble. Vas-y, service, Martin. Pour moi, c'est pas forcément le sujet de la rapidité sur cette affaire-là. C'est plus que ce que vient de dire l'avocate qui était en ligne avec nous, c'est que le juge pouvait tout à fait décider de mettre en place des dispositifs de contrôle judiciaire qui empêchaient Patrick Bruel de chanter, d'organiser des concerts. Voilà, et que du coup, si ça n'a pas été fait, il y a une question, et là vous allez pouvoir me répondre. Retour de service. Il y a une question, c'est est-ce que le juge ne l'a pas fait parce que dans le dossier il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou est-ce que les avocats de Patrick Bruel ont été très convaincants? J'ose espérer qu'il n'a pas fait en son âme et conscience parce qu'il avait des billes pour pas le faire. En tout cas, ce n'est pas dans ce cas-là au maire, puisque c'est le sujet d'origine, de prendre la décision à sa place. Ouais. Raphaël Rémy-Leleu sur ce que disait l'avocate. Alors c'est vrai, les gens de justice sont très attachés à cela. Mais est-ce que c'est une justice traditionnelle quand il s'agit d'une icône? En fait, je suis moi-même attachée à la présomption d'innocence, qui est un principe du droit et aussi une modalité d'organisation de la procédure. La chose étant que Patrick Bruel est en effet un personnage public et donc il s'expose au débat public. Et ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau et ce que sont en train de faire en fait des centaines de millions de Français et de Françaises, de milliers, pardon. Non, 2 millions. Faisons-nous plaisir, s'il vous plaît. Merci. Mais en fait, à chaque fois qu'on débat de ce sujet, on en débat. Nous ne sommes pas en train de prendre une décision judiciaire. Nous ne sommes pas en train de le condamner. Par contre, avoir ce débat, c'est extrêmement important pour interroger la rapidité de la justice, pour interroger même l'évaluation de la dangerosité, qui est l'une des raisons pour lesquelles un contrôle judiciaire est décidé ou pas, et puis pour interroger également les mécanismes de l'impunité, parce que ce qui est terrifiant dans l'affaire Patrick Bruel, c'est qu'il s'agit en réalité d'une succession d'affaires durant des décennies. Bon, on a fait une petite consultation auprès de vous, les auditeurs de Sud Radio. Certains d'entre vous prenaient la parole comme Brigitte il y a un instant, puis d'autres laissaient des petits commentaires. On en parle tout de suite pour conclure ce débat passionnant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Voilà, ça nous a tenu une demi-heure et ça pourrait faire 2 heures. Hein. Bien sûr, le débat autour des concerts de Patrick Bruel. Les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville? Nous vous avons
nous vous avons posé la question et il a tout surveillé, tout observé sur nos réseaux sociaux. Exactement. Ah, vous voulez pas que je vous présente? Alors attendez, je vous le fais. Il est là, Quentin Saunier. Bonsoir Quentin. Bonsoir Frédéric. Il était parti. Et oui. Allez-y cher Quentin. Ben oui, puisqu'on vous a posé cette question sur notre chaîne YouTube, les maires doivent-ils décider de la tenue des concerts dans leur ville, de Patrick Bruel évidemment, et vous répondez oui à 78%. Et vous nous laissez beaucoup de commentaires également. On a Philippe qui est agacé et qui nous dit laissez les gens décider s'ils veulent ou non aller voir un artiste. Et on a c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la base. Exactement. Il y en a Cible qui dit carrément le maire ne doit pas se transformer en police des mœurs, c'est n'importe quoi. Ils sont remontés nos auditeurs. D'accord. Sauf que c'est important qu'il soit quand même un peu un gardien du temple et que qu'on laisse les gens. Mais ok, d'accord. Mais les gens, on voit qui acceptent d'aller applaudir quelqu'un qui a quand même 32 plaintes et 4 mises en examen. Toujours pareil. Juste pour conclure, mes chers vraies voix, une réaction, Pascal Giral? Oui, comme je disais au début du débat, je pense que les maires de France ont suffisamment de responsabilités à endosser pour pas s'en accaparer, une nouvelle dans ce contexte. Oui. Raphaël Rémy-Leleu. Ça n'est pas obligatoirement, à mon sens, de la compétence des maires et des équipes communales. Après, je trouve ça bien qu'on arrête avec l'hypocrisie qui consiste à dire que les politiques ne devraient pas avoir d'avis sur le sujet, a fortiori pour le coup lorsqu'il s'agit de salles communales. Oui, et puis accessoirement, si on fait de la politique, c'est bien pour avoir des idées. Et donc, Pierre-Yves Martin. Moi, je pense néanmoins que je pense que les maires n'ont pas forcément à se mêler de ces sujets-là. C'est ma conviction. Mais je crois très fortement que dans leur périmètre de responsabilité, ils ont quand même un enjeu de maintien de l'ordre. Un maire doit veiller au maintien de l'ordre de sa commune. Il est garant de cet ordre et que du coup, logiquement, il aurait un devoir d'intervenir par rapport à un trouble vrai ou infondé. Mais il y a quand même le premier magistrat de la commune, c'est bien le maire, donc il a bien une fonction de maintien de l'ordre aussi. Oui. Donc quelque part, c'est logique qu'il puisse intervenir. Nous avons fait le tour, ouvrons le beau rendez-vous du tour de table. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Oui, où chacune de nos vraies voix porte un sujet d'actualité. Alors nous gardons, ne l'oubliez pas, le grand sujet sur le débat des 7 candidats à l'élection présidentielle tout à l'heure dans le cadre de la REF, organisation par les patrons à Roland-Garros. On vous donnera les extraits, tout cela dès 18h05 et pendant 40 minutes, nous débattrons, nous écouterons les différents intervenants. Mais l'actualité, c'est plein d'autres choses et notamment ces images insoutenables, Raphaël Rémy-Leleu, des inondations, alors beaucoup plus que des inondations, de coulées de boue au Népal. Bien sûr, au Népal et au Tibet, des inondations, des coulées de boue et un bilan absolument catastrophique et terrifiant. Aujourd'hui, on estime à 359 le nombre de morts et à 1000 personnes disparues au moins, sachant que les autorités chinoises communiquent sur un nombre très très faible pour le moment. Alors ces coulées de boue, ces inondations sont à la fois saisissantes quand on voit ces images, mais on peut les prévoir. Et c'est ça qui est terrible. Alors il y a eu au départ quelques débats sur est-ce que tout cela avait été provoqué par un séisme, et non, pas du tout. Tout cela est provoqué par la simple fonte des glaciers dans l'Himalaya. Et c'est là que j'aimerais déjà qu'on pense d'abord aux victimes et à toutes les actions de gestion de l'urgence qui vont devoir être entreprises dans les prochaines heures, encore du sauvetage, encore de l'envoi d'aide humanitaire d'urgence, mais aussi la prévention des risques secondaires, les maladies transmises par l'eau, le risque d'avoir de nouvelles inondations et de nouvelles coulées de boue parce que de nouveaux lacs se forment, par exemple, sur ce territoire. Et puis, il va falloir qu'on se dise quand même que tout ça ne sont pas des catastrophes naturelles. On est véritablement face à des catastrophes humaines et des catastrophes climatiques, des catastrophes humaines parce qu'on les subit, mais parce qu'on en est également responsable. Et des catastrophes climatiques, on les a annoncées depuis longtemps. Maintenant, il va être temps d'agir pour ne plus jamais tolérer qu'on perde autant de vies. Et pour se dire aussi, alors que là,
l'été touche doucement à sa fin, que ce serait trop simple et trop dangereux d'avoir cette forme d'amnésie collective. Ça y est, les vagues de chaleur sont loin, les canicules sont loin, on peut reprendre comme auparavant. Eh bien, le Népal et le Tibet nous rappellent cruellement à notre nouvelle réalité. Et c'est vrai que d'un point de vue sémantique, bon, effectivement, on peut les qualifier de catastrophes naturelles, mais provoquées par les humains. Et c'est bien là le débat. Hier, nous en parlions avec notre Rémi André. J'ai tenu à ce qu'il vienne nous expliquer le phénomène des orages, etc. Et il nous disait, oui, bien sûr, nous avions des orages avant, mais les orages sont plus violents maintenant parce qu'il y a plus d'humidité. L'humidité vient de la fonte des glaces. En fait, on y voit un peu plus clair, Pascal Giral, quand même. C'est-à-dire que, comme dit Raphaël, ça vient de la fonte des glaces de l'Himalaya. Bon, c'est pas nouveau, la fonte des glaces de l'Himalaya. Les glaces fondent tous les ans, elles se reforment tous les ans. Donc ça veut dire que ça va pas s'arranger. Ça veut dire que ça va être de pire en pire. Donc effectivement, il y a des décisions à prendre au niveau international sur sur la fonte des neiges, certes, mais sur le changement climatique surtout. Il y a des climato-sceptiques, notamment aux États-Unis, Pierre-Yves Martin. Oui, mais il y a un point dans l'édito de Raphaël qui me semblait particulièrement intéressant, c'est au sujet de la mémoire collective. C'est que on en parlait avec les canicules. Je trouve que cet été, ce qui s'est passé avec les canicules, au niveau de l'opinion publique, j'ai eu l'impression, en tout cas, une vraie prise de conscience. Oui, parce que 5 de suite. Voilà, c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal et on peut pas dire, mais non, c'était pareil avant, etc. Et donc du coup, la question, c'est effectivement de savoir si à l'automne, dans les mois qui vont suivre, on va réussir, nous, opinion publique, en France comme dans les autres pays, à garder en tête cet enjeu de climat. Et donc constituer quelque part un contre-pouvoir pour forcer les différents pays à se mettre d'accord, parce que finalement les différentes conférences qui se sont succédées, ce sont des belles paroles, des engagements qui ne sont pas tenus, mais exactement. Ouais. Donc du coup, je pense que là, il y a certainement un sujet de vrai début de prise de conscience, mais est-ce que ça ira aussi loin ? Raphaël Rémy Leleu, l'écologiste que vous êtes, reconnaissez quand même que la France n'est pas le pays le plus à la traîne, quand même, au niveau mondial. Bien Alors sûr. Je sais qu'on peut faire toujours plus, mais en fait, on n'est pas le pays le plus à la traîne, mais nous partageons cette planète dans tous les cas. Donc on est comptable à la fois des avancées faites par certains et certaines et des reculs imposés par d'autres. Et donc oui, il y a besoin de cet électrochoc sur les politiques publiques et les accords internationaux, sur les COP et sur à la fois l'atténuation mais aussi l'adaptation face au dérèglement climatique. Et puis il y a autre chose, la France n'est pas la plus à la traîne, d'accord. Mais nous, vous vous souvenez, en France, depuis 2-3 ans maintenant, on a le débat sur les stations de ski. Y aura-t-il encore du ski alpin dans ces stations fameuses qui font la réputation et la renommée de certaines régions, etc., etc. Parmi l'ensemble des morts là au Népal et au Tibet, il y a beaucoup de personnes qui étaient là pour faire du tourisme. Et donc on est obligé de se poser la question des limitations dans les zones touristiques qui sont aussi parfois dans des zones extrêmement vulnérables. Oui, sachant que l'Himalaya est devenu un terrain de jeu horrible. Et parce que la vulnérabilité de la nature est en train de devenir aussi un véritable risque pour l'humanité. Ouais. Oui, il y a plusieurs prises de conscience, évidemment, la destruction de la couche d'ozone avec l'activité, bien sûr, industrielle, notamment au départ, mais pas que. Très bien. Message passé. Alors, tiens, justement, on parlait des distractions. Il va y en avoir de nouvelles en France. Alors, on en a fait un petit débat en début de semaine, Pascal Giral, le parc d'attractions Dragon Ball Z. Mais évidemment, nous attendions votre réaction parce qu'entre-temps, on s'est aperçu que malgré la joie du président Macron et de la présidente Pécresse, c'était pas sûr que ça se fasse quand même. Et puis vous, avec votre manière de déconstruire, y compris les parcs. Oui, alors là, on a passé un peu la phase euphorique. Il y a quelques jours, on était dans l'euphorie totale. Tout le monde disait c'est merveilleux, on va faire un parc Dragon Ball Z, pas très loin du parc Astérix et de Disneyland d'ailleurs. Et puis ça va faire 22 000 emplois. Et puis il va y avoir du tourisme partout. Ça va pouvoir donner à manger aux restaurants, aux hôtels, extraordinaire. Bon, le premier qui donnait à manger au restaurant, c'est savoureux. Enfin, j'adore. Ne changez rien, j'adore.
Bon, ok. C'est comme si, alors, comment c'est arrivé cette affaire-là? C'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a tapé dans la main d'Emmanuel Macron. Soi-disant, d'après ce qu'on a entendu dire, tous les deux sont passionnés de manga. Bon, est-ce que ça suffit pour créer un parc manga? Je sais pas, je pose la question. Vous voyez, c'est comme si, à l'époque de Disneyland, Mitterrand avait appelé Georges Bush père pour dire j'aime bien Mickey, top là, on va faire un parc Disneyland. Il me semble que c'est un peu léger comme mais décision. Il y a beaucoup de passionnés. Hein, oui, certes, mais est-ce que ça suffit pour nourrir un parc dédié au manga à H24, 7 jours sur 7? Je pense pas. Alors, bon, j'ai fouillé un peu, j'ai gratté, parce que j'ai voulu aller un petit peu plus loin que l'euphorie ambiante et regarder là où ça allait coincer. Et ça va coincer sur plein de choses. D'abord, la première chose, c'est que dans 8 mois, Emmanuel Macron n'est plus au pouvoir. Donc, est-ce que le nouveau président aura le même avis qu'Emmanuel Macron sur ce parc? Ça, c'est une vraie question à poser. Ensuite, les recours qu'il y aura à purger entre le moment, on va dire, les top là, on fait le parc, allons-y gaiement, on dépose les permis à droite et à gauche, tous les recours, tout dossier confondu, il y en a au moins pour 1 an à 2 ans. Quel gouvernement dira non, on ne veut pas parce que alors qu'il pourra offrir 22 000 emplois, mais ils vont tous dire oui quand même. En période d'élection, il y en a qui vont peut-être pas se mouiller. Et ouais, il y en a peut-être qui vont pas se mouiller. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas à interroger les écologistes ni les élus locaux sur le sujet. Ça leur est tombé dessus comme ça en disant justement, il y en a une à côté, on va interroger. À cet endroit-là, pourquoi, comment? Alors la justification, elle est simple. C'est un terrain qui était en friche, c'est-à-dire un ancien parc d'attractions de Mirapolis. De Mirapolis, qui a fermé en 91. Et pourquoi il a fermé ce terrain? Il a fermé pour 2 raisons. D'abord parce que Mirapolis était un parc dédié aux contes et aux contes, les contes de Grimm, les contes de Perrault, etc. et les légendes françaises. C'est-à-dire quelque chose de tellement spécifique que la première année, au lieu d'avoir 2 millions d'entrées comme il avait prévu, ils en ont eu 800 000. Bon, est-ce que un parc spécifique sur les mangas, c'est pas aussi très ciblé? Ça, c'est une question. Est-ce que ça va suffire à faire venir tout le monde? Et puis aussi, et on conclut parce que au contraire, le parc de Mirapolis était très difficilement accessible par la route. Oui. Alors ça a changé. Hein. Moi, j'habite pas très loin maintenant. Pour aller vers Cergy-Pontoise, c'est plus simple. Oui, mais il y aura quand même des routes à construire et des choses à élargir et qui ne vont pas être payées par les Saoudiens, qui vont être payés par les Français. Moi, je vous trouve négatif là-dessus. Mais j'essaye de déconstruire. Vous me dites vous le faites que je déconstruis. Et encore, j'en ai encore une petite liste. Je sens que vous allez me brider. Ah oui. Allez-y, concluez. Je vais en donner 2 autres pour terminer. C'est le droit de licence. Les droits de licence qui sont non finalisés. Ça, c'est pas encore obtenu de la part des Japonais. Avec les propriétaires japonais de mangas, des droits des mangas. Et comme les Japonais ont été exclus du projet depuis le début, je pense qu'ils seront pas tellement coopératifs sur ce sujet. Et le dernier point. Eh ben, le dernier point, c'est enfin et surtout la rentabilité spécifique de ce parc. On en parlait. Pour le moment, il n'y a aucune étude. C'est une idée qui est sortie comme ça du chapeau. Personne n'a fait une étude marketing pour savoir si effectivement il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au mandat. Je vous trouve dur. Moi, j'ai un doute sur le fait que ça intéresse la foule en délire, le parc de manga. Très bien. Ça a été déconstruit par Monsieur Pascal Giral. Évidemment, bravo. Bon, puis je vous parle pas de la controverse identitaire que fait Philippe de Villiers sur le fait qu'on va investir beaucoup d'argent pour une image, importée, de culture importée. Oui, et puis il y a un petit conflit d'intérêts. Voilà, aussi avec le Puy du Fou, effectivement. Très bien. C'est tout, les écologistes sur le terrain, ça va? On peut construire sur ce terrain, non? Écoutez, les amis, on est en pleine crise agricole, on est en pleine crise climatique. Vraiment, prendre 200 hectares en Île-de-France pour bitumer, mais quelle bonne idée! C'est ça que vous vouliez que je vous dise? On a passé Maxime Le Forestier l'autre fois comme un arbre dans la ville. Mais non, mais ça ne peut pas être ok. On peut s'interroger sur. Alors, ça fait partie, à mon sens, de toute cette galaxie de projets très divers, mais qu'on a tendance à rassembler sous l'étiquette de grands projets inutiles et imposés. Pour le coup, je trouverais très utile qu'on ait des voies de valorisation et de démocratisation de cultures qui sont extrêmement populaires et qui ne doivent pas toujours être la dernière roue du carrosse. Mais je pense que l'artificialisation des terres n'est pas la bonne solution pour faire ça. Et je suis très curieuse de savoir, pour le coup, ce qu'en penseront les Franciliens et les Franciliennes. En ce jour de match à Roland-Garros, le double mixte Giral-Rémi Leleu a cartonné. On se retrouve dans un instant pour le dernier tour de table. Ça sera au tour de Pierre
Pierre-Yves Martin qui nous parlera des déclarations d'Édouard Philippe sur les droits au chômage et les arrêts du travail. Et puis nous aurons notre auditeur qui relèvera le défi d'être ministre. Et il sera, je vous dis, pas tout. C'est le suspense, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur ce qui se dit à Roland-Garros. Ça sera le grand débat de 18h avec la consultation des 7 candidats, de 7 candidats, je dis des 7, non, de 7 candidats par les grands chefs d'entreprise à Roland-Garros, le MEDEF qui tient son grand débat. Nous y allons dans un instant, mais avant, le tour de chacune des grosses infos portées par nos vraies voix. Je le rappelle, ce soir, Pierre-Yves Martin, Raphaël Rémy-Leleu, Pascal Giral. C'est à votre tour, Pierre-Yves Martin. Et justement, ça concerne l'un des 7 candidats concernés qui multiplie les effets d'annonce en ce moment. Et vous revenez, concernant Édouard Philippe, sur ses déclarations sur les droits au chômage et les arrêts de travail. Exactement. Aujourd'hui, 27 août, Édouard Philippe a déclaré sur ce sujet, sur ce terrain social, 2 propositions. L'un autour du chômage, avec un maximum de 12 mois d'indemnisation pour les moins de 50 ans, et avec la mise en place de dispositifs sur les arrêts maladie, en disant qu'il souhaitait mettre fin à l'open bar. Donc ça, c'est une vraie punchline. Juste là, les 12 mois, parce qu'aujourd'hui, c'est combien ? C'est 18. C'est 18, d'accord. Donc il baisse de 6 mois d'indemnité de chômage en moins. Mais et du coup, ça pose la question, de savoir si on met en place des dispositifs particuliers, notamment France Travail, pour permettre à la personne qui est en recherche d'emploi d'en trouver un dans l'unité de temps et de planning possible, parce que sinon parce que des gens de plus de 50 ans qui veulent travailler, il y en a beaucoup, mais des entreprises qui acceptent de les embaucher, il n'y en a pas beaucoup. Et le deuxième sujet, c'est sur l'arrêt maladie et ce terme d'open bar qui est... alors je comprends qu'on soit en pré-campagne, qu'il soit nécessaire de faire des punchlines à droite et à gauche, mais je trouve ça un peu clivant. Un peu clivant parce que du coup ça généralise et ça radicalise la vision qu'on peut avoir de cette gestion des arrêts maladie, et que naturellement dans les arrêts maladie il y a les arrêts maladie qui sont fondés et d'autres qui sont, on va l'espérer, en minorité, qui sont non fondés. Ça pose aussi la question de la capacité des politiques à arbitrer sur ces sujets d'arrêt maladie, puisque l'arrêt maladie, c'est bien donné par le médecin. Donc si on considère que c'est un arrêt maladie court, le médecin aura toute liberté, puisque ça pose le sujet de confidentialité, aura toute la latitude pour rallonger l'arrêt maladie et permettre aux patients d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc tout ça crée un climat de méfiance qui me semble pas être très constructif. En tout cas, il se positionne clairement à droite là. Alors, je sais pas si la droite, l'identité de la droite républicaine, c'est forcément ça. On peut très bien. Alors, vous verrez dans mon propos un peu centriste que tout l'enjeu de notre société, c'est justement d'associer cette performance économique avec cette justice sociale. Je pense que c'est un peu radical de considérer que la droite, ce sont ces mesures-là. Je trouve que faire des déclarations pour exister me semble pas être une bonne chose. Je préférerais que Édouard Philippe organise une conférence de presse sur le sujet du financement de l'assurance maladie, de la relation qu'on a au travail, de comment la valoriser cette relation au travail, et qu'il puisse effectivement partager les conclusions d'une étude qu'il aurait menée avec des spécialistes, avec des gens du terrain, etc., plutôt que de faire ça. Je pense qu'on n'a rien à gagner, et je trouve ça plutôt préoccupant. Vous voulez dire qu'on est à l'époque de la punchline et des... Exactement. Voilà, non, mais je trouve ça plutôt préoccupant qu'un acteur de l'arc républicain tombe dans cette facilité de communication. Alors vous avez été tellement passionnants tous les trois dans votre tour de table qu'on a mangé tout ce qu'on avait comme temps, parce que là maintenant on reçoit un ministre. Bon, alors on va le recevoir. Alors. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Frédéric. De Marseille, s'il vous plaît. De Marseille, oui. Donc un ministre marseillais, il y en a eu depuis Gaston Defferre. À une époque, il y a eu Jean-Claude Gaudin. Oui, exact. Bon, on vous envoie... Renaud Mojulier, qui était secrétaire d'État et qui avait gagné le prix de l'humour.
En disant de Villepin fait tout et moi je fais le reste. Alors, bougez pas, on vous envoie le jingle. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Donc, Jean-Pierre, vous avez 3 challenges. Le premier, c'est d'être ministre et en 3 points de nous dire ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'héritage. Ça ne vous a pas échappé. Tout le monde y va de sa déclaration aujourd'hui en disant faut ponctionner les héritages. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui disent faut justement arrêter de ponctionner. Ensuite, vous serez avec nous dans le débat et puis enfin, vous jouerez avec nous. Alors, monsieur le ministre de l'héritage, 3 points de votre campagne. Premier point, aujourd'hui, il y a un abattement par héritier à hauteur de 100 000 euros par bénéficiaire. Moi, je propose de le passer à 200 000 euros. Ensuite, deuxième point, je propose de faire du conjoint survivant un héritier dès le départ et que, je dirais, ses parts ne soient pas soumises à un testament ou une donation. Voilà, parce que sinon, en cas de décès, c'est un quart en pleine propriété ou 100% en usufruit, enfin pas beaucoup, pour résumer. Et quand on a une vie commune assez longue, je trouve ça un petit peu injuste. Et enfin, concernant la partie société et part sociale et transmission de société, je serais pour une franchise absolue des droits, comme ça se fait en Italie ou comme ça s'est fait encore en Angleterre, ce qui permet de préserver le patrimoine industriel de ces entreprises de taille moyenne, qui donnent à l'Italie un formidable dynamisme industriel et commercial. Voilà, et donc à condition qu'il y ait un héritier désigné qui s'engage à, je dirais, faire bénéficier des fruits et des revenus les autres héritiers s'il y en a, ou alors que ça appartienne à un consortium familial. Voilà. Impressionnant, monsieur le ministre. Mais pour une fois qu'on a un ministre qui s'y connaît. C'est un peu mon métier, en fait. Ah, vous faites quoi dans la vie ? Ministre Mais non, je ne sais rien faire. Alors, quel est votre métier, Jean-Pierre ? Je suis dans les assurances et je fais un peu de gestion de patrimoine. Ah, et puis j'ai fait du droit. Super, merci. Alors, voilà, ce regard était très intéressant, très pointu. Vous savez quoi ? Je vous fais peut-être une petite révélation. Demain, on va débattre de ça. Et vous nous avez lancé le sujet. Mais là, maintenant, Jean-Pierre, vous restez avec nous parce que tout de suite après les infos, vous débattrez avec nous. Vous ne serez plus ministre. Si, d'ailleurs, vous serez ministre. Allez, puis vous regarderez les candidats. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. .fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, deuxième partie. 7 candidats à la présidentielle passent aux grilles des chefs d'entreprise sur le central de Roland-Garros. Nous y allons donc dans un instant. Mais tout d'abord, rappel de nos vraies voix du soir. Dans l'ordre ou dans le désordre? Tiens, on va faire par ordre alphabétique. Un chef d'entreprise, encore un, Pascal Giral. Et puis ensuite, c'est M, Pierre-Yves Martin, entrepreneur, encore un, et consultant. Et puis Raphaël Rémy Leleu, autrice, féministe, écologiste. Il y en a encore un? C'était bête ça, hein? Oui. Je sais pas, on verra. Vous m'en posez des questions. Merci à vous trois, vous êtes prêts à dégainer évidemment pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Dans un instant, nous écouterons Mélenchon, Tondelier, Glucksmann, Attal, Philippe, Retailleau et Le Pen qui passent le grand oral des patrons. En ce moment même, la REF du MEDEF organise son grand débat politique dans un contexte de début de campagne présidentielle très favorable selon les sondages au RN. Notre grand débat du soir, #MEDEF. Le RN, le Rassemblement National, est-il un allié des grands patrons? À travers cela, nous allons décliner bien sûr tous les débats, toutes les interventions. Il a l'œil dessus, tel un commentateur de Roland-Garros, mais cette fois-ci d'un point de vue politique, Louis de Kergorlet. Comment ça se passe? Écoutez, je vais déjà rappeler les participants de ce débat, de tous les joueurs sur le central de Roland-Garros, donc Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Marine Tondelier et Marine Le Pen. Donc ça, ce sont pour les protagonistes. Alors pour l'instant, les débats évoluent assez lentement. En fait, pour l'instant, il n'y a que deux grands thèmes qui ont été évoqués. On a commencé sur la question de la dette. Et là, on bascule petit à petit sur la question des retraites. Je voulais aussi en profiter pour vous rappeler le résultat de notre baromètre IFOP fiducial sur les intentions de vote
Vous parliez justement de Marine Le Pen, bien c'est elle qui dans toutes les cas de figure l'emporte avec entre 33 et 35% des intentions de vote, suivi assez loin d'Édouard Philippe, situé entre 21 et 14 selon les scénarios, Jean-Luc Mélenchon entre 19 et 16, Raphaël Glucksmann entre 17 et 11, Gabriel Attal 14 et 15 s'il est candidat du bloc central, et François Hollande testé quand même à 12% s'il est le candidat unique de la gauche, et enfin Bruno Retailleau entre 12 et 6%. Voilà pour le tour d'horizon. Marine Tondelier, elle est plus loin. Hein. Oui, encore plus loin. Elle est pas. Ouais. Oui, parce que le choix aussi des candidats aujourd'hui devait être un peu indexé sur ceux qui ont plus ou moins de chance. Enfin, surtout déjà la base, c'était que tous les courants politiques en plus large soient représentés. C'est vrai que c'était pas simple. On écoute qui d'abord ? On écoute Marine Le Pen, du coup, qui en fait en ouverture. On sait que son objectif était de convaincre les patrons. Et c'est pour ça qu'elle a fait un appel à l'union du monde de l'entreprise autour de sa candidature. On l'écoute. Moi, j'appelle à l'union de l'ensemble des acteurs, à l'union des salariés et des entrepreneurs pour opérer le redressement, j'oserais même en présence de monsieur Attal, la renaissance de la France. Il faut qu'on le fasse ensemble, mais il faut qu'on le fasse ensemble tout simplement parce que l'économie n'est pas hors sol. L'économie, elle s'inscrit dans une histoire, elle s'inscrit dans des institutions, elle s'inscrit dans la psychologie d'un peuple, et ça s'appelle l'identité économique de la France. Voilà. Alors, petit tacle là, évidemment, à Gabriel Attal. Exactement. Bon, on les a vus rentrer, ils étaient plutôt dans un esprit de convivialité. Les sept, tout sourire, en fait. Ils ont passé une grande partie de la matinée à échanger en fait avec les différents chefs d'entreprise avant de rentrer du coup sur ce cours central. Où d'ailleurs, petite info, là, il y a une pluie diluvienne qui depuis quelques minutes commence à tomber. Oui. Ils auraient dû appeler François Hollande, du coup, si on vous en parlait tout à l'heure. C'est lui qui manquait. Il se rappelle au bon souvenir des candidats. Alors, évidemment, on va réagir parce que on commence bien sûr par Marine Le Pen. C'était la question, le RN est-il un allié des grands patrons? Mais on ira au-delà de cette seule question et on va prendre le temps de savoir qui correspond un peu au candidat type. Vous réagissez au 0800 26 300 300. Jean-Pierre, notre auditeur fil rouge de Marseille. Jean-Pierre, vous êtes toujours là? Bien sûr, je ne quitte pas. Bon, vous avez entendu Marine Le Pen. Autant Jordan Bardella avait donné quelques gages au patronat, autant Marine Le Pen, on ne la sent pas forcément, on va dire, pro-grand patron, non? Vous voyez les choses comment, vous? Je crois qu'il faudrait sortir des termes de pro ou anti. Je pense que son discours n'est pas clair. Il est assez vague et comme on peut dire en droit, c'est du vague dans l'indéfini. Donc il va falloir qu'elle trouve le moyen de se positionner clairement pour donner une ligne. Et je pense que c'est plus la question qui se pose, c'est est-ce que les patrons, est-ce que les entrepreneurs vont adhérer à ce qu'elle pourra dire clairement? On sait qu'ils aiment bien les discours centristes, mous, gauchistes et puis ils aiment bien ça. Alors Jean-Pierre, vous nous donnez une petite idée de votre point de vue politique là. Oui, non, ils aiment bien ça. Moi, je suis pas centriste, de toute façon. Donc, oui, on l'avait compris. Non, mais je l'ai été centriste, mais le centre mou, ça m'intéresse plus du tout. Ça c'est clair. C'est plus adapté à la situation. Et je considère qu'il va falloir des mesures très très claires, et elles vont être très très claires, soit à droite, soit à gauche, même à l'extrême gauche. Mais il va falloir choisir. Là. Bon, en tout cas, évidemment, vous restez avec nous, Jean-Pierre. Vous êtes notre fil rouge. De ce que dit Jean-Pierre, Raphaël Rémy-Leleu, c'est que on a quand même du mal à voir Marine Le Pen clairement se positionner. C'est comme si elle passait au révélateur de uniquement en termes d'économie. Est-ce qu'elle a un projet d'économie gauche ou droite, quoi? Je suis capable de vous dire, on peut reprendre les tableaux recensant les votes à l'appui, que Marine Le Pen et son groupe n'ont jamais été des grands alliés des travailleurs et des travailleuses. Il y a par ailleurs eu des flous entretenus, par exemple, sur la retraite. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la tension au sein du Rassemblement national, c'était un peu cette dynamique autour de Jordan Bardella. On voyait des entrepreneurs qui étaient plus à même de vouloir s'afficher avec lui. Il y a des journalistes et des journaux qui ont fait quelques papiers en disant... le monde de l'entreprise très triste de voir Jordan Bardella retiré de la course présidentielle parce que lui au moins on savait à quoi s'en tenir, il était pour une politique de l'offre, très pro-business, etc. Marine Le Pen, c'est le grand flou et je trouve que son introduction dans ce débat le montre parce que pardon, mais
Vous êtes au lycée, vous rendez une copie en écho et vous racontez ça, vous n'avez pas raconté grand-chose. Ouais. Dire que l'économie s'inscrit dans un pays, dans une histoire, dans une nation, alors ok, elle se rattrape aux branches du récit autour de l'identité nationale qui est constitutive de sa famille politique, mais on ne sait pas trop vers quoi ça mène. Oui, alors évidemment, bien sûr, Louis de Kergorlay, vous nous apportez des extraits, vous choisissez alors quelque chose qui est évocateur. Alors évidemment, elle a dit autre chose, mais et évidemment, on ne peut que vous suivre, Raphaël, quand vous dites ça, c'est-à-dire que on voit bien que ce terme, cette phrase, et Jean-Pierre l'a vu aussi, on sent bien qu'elle essaie... J'ai failli être d'accord avec Jean-Pierre, du coup je suis très triste. Mais soyez d'accord, enfin, faisons l'union. Alors, Pascal Giral, sur Marine Le Pen, compatible ou pas avec les grands patrons? Elle n'aura pas trop le choix que de l'être. Parce que Jean-Philippe Tanguy, son homme de terrain, Monsieur Économie, persiste en disant on n'augmente pas l'âge des retraites. Hein. Oui, alors, donc, elle n'aura pas trop le choix que de l'être, parce que le nerf de la guerre de l'économie, c'est quand même les entreprises, petites, moyennes ou grosses, il va falloir faire avec. Et pour pas bloquer l'économie, il va falloir être un petit peu souple. Et là, le fait qu'on ne comprenne pas bien ce qu'elle a voulu dire, c'est parce qu'en amont, elle a dit qu'elle dévoilerait son programme économique dans quelques jours ou dans quelques semaines. Ouais. Donc je pense qu'elle est sur le fil, en train d'essayer, sans se renier, de dire des choses, sans les dire, de manière à ménager l'effet de surprise dans quelques jours. Oui, voilà. C'est un exercice. Donc ça, c'est un peu, c'est comme ça que je le sens. Ouais. Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai pas complètement la même lecture que vous. Déjà parce que j'ai l'impression que vous avez des lunettes. Déjà, voilà, ça, c'est stupide. Ça. Non, c'est pas stupide, mais ça vous ressemble. Je voulais détendre. Non, déjà parce que j'ai l'impression que depuis 2 ans, le Rassemblement national a quand même réussi à ouvrir une brèche dans la relation avec le monde des dirigeants d'entreprise. Et que le sujet, pour moi, la question, c'est pas est-ce que le RN est l'allié des entrepreneurs ou est-ce que les entrepreneurs sont l'allié du RN. Le sujet, c'est qu'est-ce que le RN peut proposer de manière complète en termes de programme économique. Et je pense qu'il y a et on attend toujours. D'un autre côté, on attend aussi des autres candidats leur programme économique. Si. C'est publié. Mélenchon, on sait. Retailleau, on sait, par exemple. Mélenchon et Retailleau, pour être équilibré. Non, Retailleau, on ne sait pas, non. On n'a pas... Parce que vous n'avez pas lu. Vous montrez-le-moi et puis il est venu plusieurs fois sur Sud Radio, je l'ai écouté le matin. Ah oui, c'est pas un programme économique de venir à Sud Radio, en fait. On sait ce qu'il pense. Quand vous passez à Sud Radio, déjà vous avez fait un grand pas. Ah ouais, d'accord, ok. Waouh. Non, je pense qu'il faut parler vrai, quoi. Un programme économique, c'est pas 3 punchlines. Ouais. Un programme économique, c'est un document qui présente quel positionnement on a par rapport à l'offre et à la demande, qu'est-ce qu'on fait par rapport au pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux aides aux entreprises, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la gestion de la fiscalité, etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au budget, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la dette, c'est ça. Donc c'est pas 3 lignes. Et vous savez quel est le slogan de Sud Radio? Parlons vrai. C'est QFD. Dans un instant, nous revenons la suite de notre grand débat de ce soir. Nous faisons des allers et retours à Roland-Garros. Louis de Kergorlay est là. Il va vous faire écouter l'ensemble des candidats qui planchent. La question fil rouge, le RN est-il un allié des grands patrons? Vous prononcez et puis vous n'hésitez pas à nous dire qui est finalement le plus compatible avec le patronat parmi les candidats au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Le MEDEF crée l'événement sur le cours central de Roland-Garros. Marine Le Pen, comme 6 autres candidats, fait sa rentrée politique devant les patrons à l'occasion de la REF, les rencontres des entrepreneurs de France. Le RN cherche depuis plusieurs années à changer son image auprès des chefs d'entreprise. Notre grand débat du soir, #MEDEF, le RN est-il un allié des grands patrons? Nous allons régler le sujet, vous nous avez donné votre avis, et puis bien sûr après nous allons élargir puisque on va écouter chacun des intervenants du débat organisé par le MEDEF. Alors, nous avons Quentin Saunier, bien sûr. Quentin, que disent les auditeurs de Sud Radio? Le RN est-il un allié des grands patrons? Ils répondent oui à 75%. Et vous nous avez laissé aussi beaucoup de commentaires avec des avis très divergents. On a Franck qui nous dit non, le RN est économiquement socialiste. Et on a Area à l'inverse qui dit oui, le RN est plus qu'un allié des grands patrons, c'est un pantin des milliardaires.
Bon, alors, mais finalement, on n'arrive pas à se positionner, c'est-à-dire quand RN met son habit de Jordan Bardella, on dit oui, et quand il met son habit de Marine Le Pen, on dit non. C'est peut-être ça finalement. Bon, en revanche, cher Louis de Kergorlet, vous qui avez l'oreille, les yeux et le toucher aussi, bien sûr, sur Roland Garros, il y a deux intervenants qui vous ont paru très clairs sur leur positionnement. Assez opposés en fait sur cette question centrale. Forcément, pour régler la question de la dette, mais aussi de retraite, quel rôle de l'État. Et vous allez le voir entre Jean-Luc Mélenchon et Bruno Retailleau. En fait, les deux ont une vision assez opposée de la place que doit occuper l'État dans ce redressement économique. Je vous propose de commencer en écoutant Bruno Retailleau. Le premier problème, c'est l'État. C'est l'État bureaucratique. C'est un État vorace qui dévore plus de 57% de la richesse des Français, que chaque année les Français produisent, et qui prend les entreprises pour des vaches à lait. C'est un État paperasse qui, en fait, asphyxie les forces vives de la nation et vous-même, les chefs d'entreprise, sous des montagnes de contraintes, de normes, de réglementations, et qui finit par considérer d'ailleurs les chefs d'entreprise comme des suspects. Voilà. Et à l'inverse, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, lui, est persuadé que l'État doit être encore plus présent pour essayer de redresser la barre. Le total du déficit aujourd'hui, c'est le total des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Par conséquent, pour ma part, j'offre un nouveau cadre d'action. Ça commence d'abord par le retour de l'État. Je crois à l'État. Il nous faut que l'argent circule et non pas soit retenu dans des bulles. C'est la raison pour laquelle il faut réorganiser un crédit facile, fluide. Je termine par un point. Je vous mets en alerte. Le budget le cornu, plus l'inflation alimentaire, si vous n'augmentez pas les salaires, la France va tomber en récession. C'est terminé. Ça, c'est votre responsabilité. Bien, alors merci pour ces deux extraits, donc on en est à 3 candidats. C'est à vous, Pascal Giral, que je souhaite donner le micro maintenant. Au moins les deux ont le mérite d'être clairs, et sur notre question de la compatibilité avec le patronat, on sait que Mélenchon veut leur faire la guerre et que Retailleau veut bosser avec eux. Au moins c'est clair. Alors, pour l'auditeur que je suis, d'après ce que je viens d'entendre, le problème c'est qu'ils ont raison tous les deux. Donc vis-à-vis des patrons, il est évident que le discours de Monsieur Mélenchon passera moins bien que le discours de quelqu'un qui sera plus à droite. Ça, c'est historique, ça a toujours été comme ça. Maintenant, faut attendre que tout le monde s'exprime. Et là, de ce que je viens d'écouter, oui, tout le monde a raison. Alors, tout le monde a raison, mais en termes de programme, il faudra trancher. Ah bah oui, il faudra trancher, ça c'est les électeurs qui vont trancher. Oui, et pour vous, lequel est le plus entendable ? Le plus, alors moi en tant que chef d'entreprise, ce qui me touche particulièrement, et c'est pour ça que je posais la question à vous, le discours de Monsieur Retailleau. Où effectivement l'omniprésence de l'État dans les entreprises, les usines à gaz inventées de jour en jour pour bloquer le système font que les entreprises avancent de moins en moins. Voilà. Bon, on attendait justement, puisqu'on parle des positions très tranchées, aussi celle de Marine Tondelier peut-être. Alors Marine Tondelier qui, dans la ligne de son parti, s'est plus attardée sur les conséquences directement de l'été que nous avons eu particulièrement chaud, de l'impact direct sur notre économie. On l'écoute. De personnes qui ont décidé d'être dans le déni climatique et qui nous ont amenés là. Et je vous le dis, ça coûte très cher. Une journée de canicule coûte à notre économie le même prix qu'une demi-journée de grève. C'est ça la réalité. Et donc, vous voulez être libre ? Moi aussi, je veux que nous soyons libres. Et pour ça, on va avoir besoin de décisions ici et partout dans le pays, de décisions courageuses. Voilà, alors réaction de Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes écologiste, je souhaitais évidemment vous faire réagir parce que c'est un petit peu le prolongement de ce que vous nous avez dit sur la situation au Népal tout à l'heure, sur la situation des parcs d'attractions, c'est-à-dire que arrêtons d'en faire trop. Je suis d'accord avec ma chef de parti, ça y est, c'est officiel, on a médiatiquement 2 écologistes qui sont d'accord entre elles, c'est pas mal. Oui, c'est rare parce que quand on écoute Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, on se dit que c'était pas possible, mais au moins là ça marche. Yannick Jadot a décidé d'aller faire une autre campagne présidentielle. Écoutez, tant mieux pour lui. Raphaël, vous me l'avez mis sur un plateau, celui-là. Reconnaissez qu'il y a des dissensions quand même dans votre parti. Non, mais en fait, l'important, c'est d'être capable de choisir. Et en l'occurrence, moi, en effet, je soutiens Marine Tondelier et je trouve qu'en réalité, c'est un bon contrepoint au débat qu'on avait entre Retailleau et Mélenchon.
Parce que la question de la présence de l'État, quand on est face à un sujet aussi vital que la préservation face au changement climatique, moi je trouve ça presque indécent que Retailleau puisse le présenter les choses comme ça, quand on parle d'État vorace et d'État paperasse et que l'État doit reculer. Ça fait un peu quand même Trump ou Musk à la petite semaine, et à côté de ça, nous on est en train de dire mais en fait les amis, on a besoin de Canadair. Enfin, je trouve qu'il y a un décalage dans la manière de parler de l'État qui est très inquiétant. Sauf que vous, les écologistes, vous dites aux grands patrons produisez moins. Il va y avoir un problème, quoi. Alors la question est produisez mieux. Oui. La question du produire mieux est quand même centrale, y compris parce que ce qui est aussi débattu lors de ce débat organisé par le MEDEF, c'est la question finalement de l'autonomie économique. Alors on appelle ça autonomie, on appelle ça souveraineté, on appelle ça éco-responsabilité même. Le fait de se dire on est capable de produire de manière locale, de manière responsable, de pas dépendre des énergies fossiles, des oligarques, des dictatures, ni même de produits importés et produits dans des conditions humainement dégradantes et destructrices pour l'environnement. Je pense que ce sont des débats qu'on n'aurait pas en réalité s'il n'y avait pas une écologiste autour de la table. On marque une respiration, on retourne dans un instant avec nos vraies voix et Louis de Kergorlet à Roland-Garros. On va écouter les centristes, cher Pierre-Yves Martin. Hein, vous allez parler. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. 7 candidats à la présidentielle passent aux grilles des chefs d'entreprise sur le central de Roland-Garros. Nous sommes avec Louis de Kergorlet pour écouter chacun des intervenants et nos 3 vraies voix décortiquent tout cela. Raphaël Rémy-Leleu, autrice, féministe, écologiste, donc verte, mais ceinture bleue de judo. Pascal Giral, chef d'entreprise, mais petite entreprise. Et oui, et puis Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, mais plutôt centriste quand même. Voilà. Alors, justement, les centristes, parlons-en, cher Louis de Kergorlet. Bah écoutez, parlons pour commencer peut-être d'Édouard Philippe, parce qu'en ouvrant cette séquence, on parlait de Marine Le Pen qui devait convaincre, on va dire, le patronat. Édouard Philippe, on l'a senti, il devait être plutôt rassurant, avec voilà un petit peu un début de programme déjà pour remettre les comptes de la France en ordre. On écoute Édouard Philippe. Redistribuer la richesse, le cas échéant, il me paraît qu'il faut au moins 3 conditions. La première, ce sont des comptes en ordre. Ces comptes en ordre, ils doivent être remis en ordre, non pas en augmentant les impôts, mais en acceptant collectivement de travailler plus. La deuxième chose, c'est que nous devons laisser les entreprises créer de la richesse. Entre 2017 et 2020, nous avons mis en place une politique dite la politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui disait aux entreprises « foncez, investissez en France ». Cette politique de l'offre, elle a permis d'obtenir des résultats. On doit la continuer. Et du côté d'Attal, on est un petit peu plus global. Il a identifié en fait trois enjeux majeurs. Donc on va l'écouter, mais il va nous parler du coup de la Chine, de l'importance du moral des entrepreneurs et aussi de l'intelligence artificielle. Gabriel Attal. Je le dis, moi j'ai confiance pour l'avenir. On est là pour parler d'avenir. J'ai confiance parce que je crois que c'est possible que la France ait ses plus belles pages devant elle dans les années qui viennent. Ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est 3 choses. 1, le moral de nos entrepreneurs. Parce que quand nos entrepreneurs craquent, c'est le pays qui craque. La deuxième chose, qui m'empêche de dormir, c'est la Chine. Il y a une politique chinoise assumée visant à couler notre industrie. La troisième chose, c'est le défi de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Pendant les 2 heures de ce débat, les géants du numérique américains auront investi 100 millions de dollars de la recherche en IA. Alors, Gabriel Attal, vous avez vu à chaque fois, bon, c'est Amélie Carrouer, notre consoeur qui anime le débat, elle est obligée de les tenir, hein, évidemment, chacun veut beaucoup parler. Édouard Philippe, Gabriel Attal, où est la différence? Est-ce que sur ce... En fait, en les écoutant, c'est plus une synthèse de bonnes intentions et de bonnes pratiques. Mais on peut leur dire au lieu de jouer ensemble, jouer en double, puisqu'on est à Roland-Garros. Effectivement, jouer ensemble, ça serait peut-être mieux. Oui. Mais c'est vrai que les deux observations étaient relativement justes. Peut-être à un détail près, c'est que moi, je trouve ça super que on dise j'ai foi et j'ai confiance en l'avenir. Et je pense que le message politique doit nécessairement passer par là. Je pense aussi que les conditions pour rétablir une société convenable et notamment sur le plan économique avec la gestion des comptes,
je suis pleinement d'accord, mais ça fait des années et des années qu'on en parle et rien n'est fait. Donc en fait, on va leur parler. On parlait d'héritage tout à l'heure. On va parler d'héritage macroniste. Non mais c'est la question, c'est et il faudrait que ça soit vraiment présent dans les programmes. C'est concrètement qu'est-ce qu'on met en place suivant un planning, une feuille de route, une unité de temps précise. Avec quels résultats attendus, et si les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait pour rectifier ? Tout ça, il faut vraiment, il y a nécessité de sortir, alors on est en pré-campagne, mais de sortir des bonnes intentions, des fausses déclarations. Il faut arriver avec du solide. Un chef d'entreprise, quand il reprend une entreprise ou quand il prend la direction d'une entreprise, il n'arrive pas les mains dans les poches. Il arrive avec un business plan, avec une feuille de route qui explique qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il le fait, et qui gère les risques, etc., etc. En politique, il n'y a pas ça. Bon. Et Raphaël Glucksmann, alors, Louis de Kergorlet, on les aura écoutés tous les 7. Exactement, le candidat Place Publique qui a vraiment s'est tenu à la consigne, au mot d'ordre du coup lancé par le MEDEF lors de ses REF. C'est sur l'idée de courage. Alors on l'écoute sur le courage. Très heureux que vous ayez choisi comme thème le courage. Parce que le courage, c'est ce qui manque aux dirigeants français et européens depuis trop longtemps. Le courage d'affronter le réchauffement climatique. Le courage d'affronter la concurrence déloyale de la Chine. Le courage d'affronter les géants de la tech américaine qui transforment la France en colonie numérique. Le courage de refuser un destin de parc d'attractions pour notre pays. Voilà pour Raphaël Glucksmann. Alors, nous avons écouté les 7. J'aimerais une conclusion de chacun, alors assez courte, chère vraie voix, mais finalement, ce qui se passe aujourd'hui, ça donne au MEDEF et donc aux chefs d'entreprise un rôle clé. Ils seront au centre de la campagne présidentielle. C'est bien parti pour, Pascal. Oui, bien sûr. Moi, ce qu'on vient d'entendre, on n'a pas appris grand-chose. Non, mais c'est extrait. On a appris que Édouard Philippe faisait du Édouard Philippe, à mélanger avec un peu de Attal. Mais c'est important de sentir. C'est important de sentir. Oui, mais enfin, il n'est rien sorti d'absolument extraordinaire. Alors que on peut pas la raison de ce débat, c'était quand même d'orienter les gens vers quelque chose d'un peu plus précis. Bon, moi, je sais pas quoi vous dire sur le sujet. Effectivement, on n'a pas tout entendu, donc c'est un peu difficile de réagir globalement. Mais les chefs d'entreprise font un bon coup, là, aujourd'hui, en regroupant les 7, là. Bah, au moins, ils font un bon coup parce que des choses vont être claires. Ceux qui vont annoncer des choses bien précises aujourd'hui vont être obligés de les tenir pour avoir une campagne présidentielle un peu qui tient debout. Raphaël Rémy Leleu, est-ce que la gauche est capable de dire aux entreprises quand nous serons au gouvernement, vous pourrez y trouver leur compte ? Oui, je pense, puisque le but, c'est bien pas seulement de faire plaisir aux MEDEF ou même aux chefs d'entreprise en allant leur parler, mais d'avoir une idée de la politique économique. Et je reviens sur cette idée que quand un ou une chef d'entreprise reprend une boîte, il faut un plan très clair. C'est vrai que l'exercice des politiques n'est pas tout à fait le même puisque c'est un exercice démocratique et donc il faut à la fois être capable d'exposer sa vision mais aussi de trouver la majorité pour l'appliquer, de trouver les modalités des accords et du débat dans le dialogue syndical. Et en fait, ce que j'espère, c'est qu'en effet, le MEDEF aura fait un bon coup aujourd'hui parce que ça donnera un élan, celui d'un vrai débat, projet contre projet, pendant cette élection présidentielle, parce que pour le moment, on est quand même beaucoup dans la course de petits chevaux. Je suis pas certaine que la démocratie s'en retrouve grandie. Consultant en entreprise, Pierre-Yves Martin, vous les félicitez, les entrepreneurs. Moi, je suis très content. Je suis même ravi que le sujet de l'économie arrive enfin au cœur des débats, des échanges. Je trouve ça extrêmement positif parce que l'économie, c'est la création de valeur, c'est la création de richesse. Et sans valeur et sans richesse, une société ne peut pas vivre. Et on sort un peu de la passion, on est dans la réflexion un peu plus. Et je pense que parce que les sujets économiques, ils sont quelque part pas tous connus et compris des uns et des autres, et que si on a la possibilité d'avoir une tribune dans laquelle on peut expliquer les différentes options économiques et leurs résultats attendus et leurs impacts, etc., je pense que ça permettra aussi de faire redescendre les fantasmes des uns et des autres. Voilà comment nous avions envie de partager avec vous, à la façon des vraies voix, le grand rendez-vous, la rêve, donc le débat des 7 candidats autour du MEDEF. L'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
On retrouve Louis de Kergorlet qui aujourd'hui... Je ne vous quitte plus. Ah bah non, mais je l'avais demandé et j'ai eu gain de cause. Je suis content. Alors, aujourd'hui, stop au gâchis du médicament. Je rappelle que chaque soir, vous venez, vous voyez en fonction de l'actualité et vous essayez de nous éclairer avec un de vos invités. Il est beaucoup question des médicaments en ce moment. Exactement. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui a en fait lancé une étude avec des laboratoires pharmaceutiques pour lutter contre le gaspillage de médicaments. Il faut savoir que la majorité des médicaments autorisés en France aujourd'hui, ça se conserve entre 2 et 3 ans. Moins de 10% d'entre eux atteignent les 5 ans. Donc dans une logique de lutte, ils ont fait une consultation et ils ont annoncé hier que 14 laboratoires ont répondu à cet appel. Et pour en parler avec moi, j'accueille mon invité, donc Philippe Besset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, bonjour, bienvenue. Donc vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Vous êtes aussi pharmacien à Limoux dans l'Aude. Ah, Limoux, le pays du rugby à 13. Et de la blanquette. Exactement. Et de la blanquette. Évidemment, Pascal, évidemment. Bien sûr. Vous êtes plus sur la gastronomie. Donc Philippe Besset, sur cette question-là déjà, comment est-ce qu'on s'y prend pour juste allonger la durée des médicaments? Ça se passe au niveau de la conception ou à quel point c'est difficile en fait d'allonger la durée de vie des médicaments concrètement? En fait, c'est un retour en arrière. Il y a des années, les produits concernés, le paracétamol notamment, avaient des durées de vie plus longues. Mais ensuite, l'Agence européenne du médicament, pour harmoniser en fait, et par principe de précaution, a raccourci ces délais. Là, il est question désormais, ça se fait suite à la conférence de la COP30 à Belém, pour des raisons de gaspillage, pour des raisons d'environnement, pour plein de raisons qui sont finalement très logiques, de regarder si finalement on n'a pas fait une erreur dans le passé en raccourcissant ces dates de péremption. Et donc l'agence fait une expérimentation et a demandé à des labos de vérifier si par hasard ces produits ne seraient pas valables plus longtemps que ce qui est prévu. Et dans ces conditions-là, eh bien l'agence accordera dans les temps à venir une autorisation de mise sur le marché pour 5 ans. Pour les auditeurs, c'est un peu compliqué, mais oui, mais ça semble sage. Déjà, c'est que même si c'est compliqué, ça semble sage parce que tout le monde se dit, mais bon, l'industrie pharmaceutique. Bon, moi, je suis désolé, hein, je viens du monde du cyclisme, vous le savez, et bien sûr, je sais, j'assume. Souvent, les cyclistes sont taxés de dopage, mais je pense que l'industrie pharmaceutique derrière se fait quand même un bon petit business, et ce n'est pas le seul. Alors, vous avez des questions pour vous, cher Philippe Besset, et notamment Raphaël Rémy-Leleu, sur ces médicaments. Oui, moi je me posais la question sur l'usage des médicaments, parce que là on parle des dates de péremption. À de nombreuses reprises on revient aussi sur le fait d'avoir des prescriptions à l'unité, vous savez, pour qu'on évite le gaspillage, le fait de les jeter en masse ou autre. Et à d'autres moments, on se dit, mais en fait, les gens ne respectent pas par ailleurs les dates de péremption. Donc, je me suis vraiment posé la question, finalement, c'est quoi la politique publique de prévention qui ferait les choses correctement pour remettre aussi un peu les gens en confiance vis-à-vis de leur armoire à pharmacie à la maison, quoi. Question centrale, allez-y. Je crois que la confiance, effectivement, elle est dans la prudence. Et vous le faisiez remarquer, même si moi, je suis peut-être un peu impatient, et je pense qu'on gagnerait à augmenter ces dates de péremption pour éviter le gaspillage, notamment de médicaments qui, en fait, sont très valables et qu'on jette pour rien, en fait. Mais je suis d'accord avec l'idée que ça doit être testé et l'agence fait son travail sur le sujet. Sur les médicaments à l'unité, j'ai eu à maintes reprises l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée dans la plupart des cas. Sauf dans certains, et on les fait, c'est-à-dire quand les médicaments sont dangereux ou qui ne doivent pas se retrouver dans les eaux de rivière, ou bien parce qu'ils peuvent être mal utilisés. On parle des antibiotiques critiques, on parle des médicaments à base de morphine. Tout ça, ça doit être délivré à l'unité, c'est certain. Mais pour le reste, les gens qui ont des médicaments chroniques, qui prennent toute la vie le même médicament, leur demander de compter 28 comprimés, de revenir à chaque fois pour les 28 comprimés, ça n'a pas de sens. Au contraire, ils les prennent pour 3 mois et ça évite de passer plusieurs fois
fois chez le docteur, plusieurs fois à la pharmacie. C'est quand même bien de ne pas gâcher aussi, quoi. Pascal Giral. Oui, moi je voulais vous poser une question. Je sais que il est possible de ramener ces médicaments inutilisés dans les pharmacies, mais je voudrais savoir ce qu'il en est fait ensuite de ces médicaments inutilisés. Est-ce qu'ils sont détruits, réutilisés, reconditionnés qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est l'éco-organisme Cyclamed qui s'occupe de ça. Oui. Et ils sont valorisés énergétiquement, c'est-à-dire qu'en fait ils sont détruits. Ils sont détruits et valorisés énergétiquement. Dans les temps passés, et c'était avant la guerre en ex-Yougoslavie, en fait on avait essayé de trier les médicaments et d'essayer de les envoyer dans des pays où peut-être on en avait besoin. Mais en réalité, c'était une très mauvaise idée et les pays africains ou en ex-Yougoslavie, ça a été le cas, se sont retrouvés avec des médicaments dans toutes les langues dont ils ne savaient pas quoi faire en fait. Et en fait, l'OMS a été obligé de financer un programme de destruction de ces stocks de médicaments sur place dont personne ne savait que faire. Ouais. Donc en réalité, la valorisation énergétique est la bonne solution et on peut pas se dire qu'on peut faire autrement pour ces médicaments. Pierre-Yves Martin. Okay. Bonjour monsieur. Alors moi j'ai toujours pas compris pourquoi il fallait adopter les utilisations uniques de médicaments était une mauvaise pratique, parce que moi si je regarde sur les 30 dernières années, il me semble pas avoir pris toujours le même médicament, mais qu'il y a un échantillon de médicaments qui se retrouve à la poubelle. Ouais. Il reste toujours un antibiotique qui traîne. Exactement. Mais pour moi, le vrai sujet à partager avec vous, c'est le rapport que chacun d'entre nous a avec le médicament et avec ce concept d'impression de gratuité. C'est pour moi ça qui est le plus gênant en fait, parce que quel que soit le niveau social, professionnel, tout le monde considère un peu normal que un médicament ça soit gratuit. Et le gâchis, c'est une question de conscience aussi. Allez-y. Alors petite réponse assez courte, cher Philippe Besset. Oui. Très bien. Alors, mais c'est une très très vaste question. Mais non, le médicament, il n'est pas gratuit, il est pris en charge et ça vous coûte. Ça va pas échapper. Sur les cotisations sociales. Depuis quelques années, il y a une franchise en plus qui est prise sur chaque boîte de médicaments qui vous coûte aussi également. Le principe de l'égalité, fait du tiers payant en pharmacie, il est lié au fait que, essentiellement pour les patients chroniques, les gens qui sont en affection de longue durée, qui sont la majorité de nos patients, c'est pas les gens en bonne santé qu'on voit. En fait, on les voit une fois par an, une fois tous les 2 ans. Les gens qui sont en affection de longue durée, on les voit tous les mois. Ils prennent des médicaments qui leur sont nécessaires pour rester en vie, en réalité. Et ces médicaments, ils coûtent parfois très cher. On a des médicaments qui coûtent jusqu'à 30 000 euros par mois. Et donc, il est inenvisageable de demander aux personnes de faire une avance de frais sur des produits. En fait, on s'est mal compris. Je parlais d'impression de gratuité, pas de réalité de gratuité. Oui, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il me semblerait intéressant d'étudier la piste de communiquer. Voilà votre médicament, vous ne payez rien, il est pris en charge, mais il a telle valeur marchande. Et on termine sur ce petit conseil. Voilà. Mais alors ça, la Sécu le met en place, ça. Bon, on va envoyer des SMS dans pas longtemps. Très bien, voilà. Des SMS. Merci beaucoup, Louis de Kergorlet. Encore un sujet particulièrement intéressant. Exactement. Et puis merci d'avoir été avec nous, Philippe Besset. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et aussi pharmacien à Limoux dans l'Aude. Merci beaucoup. Bon, vous voulez gagner des médicaments? On va jouer après. C'est le gagnant qui aura des médicaments. Non, bien sûr que non. Des bonbons. Je suis en train de devenir dealer là. À tout de suite. On va jouer. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été qui se terminent encore, encore demain et puis après ça sera terminé de l'été. Bon, vous savez qu'on fait toujours un jeu en été et qu'on s'amuse autour de l'actualité et que nous avons notre auditeur fil rouge. Jean-Pierre est toujours là ? Et toujours là. Alors, bien sûr. Brillant ministre, brillant observateur de la vie politique et donc maintenant... Je peux faire une observation ? Oui. J'ai quand même noté que côté écologiste, on quantifie la canicule par rapport à la valeur d'une demi-journée de grève. C'est très intéressant. Ouh là là, la attaque. Alors, Raphaël Rémy-Leleu ne sait pas à quoi vous faites référence. Si, je sais, mais du coup, Jean-Pierre, dites-moi ce que vous avez trouvé d'intéressant là-dedans. C'était drôle. Bon, est-ce que vous allez faire, justement, équipe avec Raphaël Rémy-Leleu ? Lançons le jeu.
Non, le consentement, c'est important. Raphaël Rémy Leleu qui nous dit le consentement, c'est important. Ça, c'est subtil. Je pense que c'est la meilleure de l'été, celle-ci. Oui, non, mais justement, je m'arrête au jeu avec cette dame. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il n'y a pas plus sympathique que Raphaël, de toute façon. Et puis vous avez l'air sympathique aussi, donc ça tombe bien. Donc je vous le rappelle, vous avez la possibilité de faire équipe avec Pascal Giral, avec Raphaël Rémy Leleu ou avec Pierre-Yves Martin. Et le thème ce soir, c'est justement, puisqu'on rigole, eh bien les grands acteurs comiques francophones dans les extraits. Alors, vous y allez, Jean-Pierre, avec Raphaël ou pas? Non, franchement, même pour vous, je vous déconseille. Je suis nul. En un grand sens de l'humour, je prends Raphaël. Allez, mais voilà, faut y aller, Jean-Pierre, Raphaël. je suis désolée parce que je ne vais vous être d'aucune utilité. Allez savoir. Mais après, peut-être qu'il est très très fort, Jean-Pierre. Sur un malentendu, ça peut marcher. Peut-être que c'est lui qui est très fort. Oui, en plus, oui. Et Pierre-Yves et Pascal, donc, ensemble. Donc, vous allez écouter un extrait d'une séquence dans un film. À vous de nous dire qui est là ou le grand acteur comique. Ce sont pour moi les plus grands parce que ce qui est le plus difficile, c'est de faire rire. Je leur voue à tous une admiration. De qui s'agit-il? Premier extrait. 18 francs un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient à quoi maximum? Garcia. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui a été... Non. Ah non, c'est lui. Comment ça, Maxime? José Garcia, moi j'ai dit. Maxime, c'était Pascal le plus rapide? C'était Jean-Pierre. Non, c'était Jean-Pierre, voilà, oui. C'est Jean-Pierre le plus rapide. C'est pas grave, on est dans la même équipe. Non, je te défendais. Non, vous, je le rappelle, Jean-Pierre, notre auditeur, est avec Raphaël. Oui. Et vous, Pascal, vous êtes avec Pierre-Yves. Donc, pour l'instant, c'est le duo Jean-Pierre-Raphaël qui mène 1-0. Deuxième extrait. Non, Marc, entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence à Là, c'est Pierre. Elle est gentille si on veut, mais... Anéane dans le Père Noël est une magnifique. ordure. Ça vous parle, ça, le Père Noël est une ordure, Raphaël Rémy Leleu? Ça me parle, oui. Anémone, magnifique. Anémone. Ne me demandez pas de sortir les rêves, mais j'ai dû le croiser, oui. Thérèse, Anémone, c'est grandiose. Thérèse. Bon, ça fait 1 partout. L'équipe qui arrive à 5 a gagné, je vous le rappelle, il y a 9 extraits. Extrait 3. Non, pas complètement, je fais semblant. Louis de Funès. Oui, évidemment, Pascal Giral. D'aucuns diraient c'est votre génération, mais ça serait trop facile. Et moi, c'est mon idole ultime. Voilà, fan de... Et l'autre fois, Sud Radio, le fils de Louis de Funès est venu et je me suis mis à genoux. Je me dis, monsieur, je vénérais votre... Voilà, bref. Bon, Jean-Pierre, vous... Oui, je me réveille. Oui. Voilà, attention, extrait 4. C'est moi. C'est Christiane. Alors là. C'est Dominique Lavanant. Ouais. Oui, Christiane l'esthéticienne dans les bronzés, bien sûr. Ça fait 3-1 pour la paire Pierre-Yves Pascal. Attention, Jean-Pierre et Raphaël. Raphaël, va falloir quand même en trouver quelques-uns, non? J'avais annoncé, Mais vous qui avez tant d'humour, pourtant. Oui, mais tout ce qui est cinéma, les amis, j'ai une béance dans ma culture G là-dessus. Ah bon, alors, écoutez, celui-là, je pense que vous l'aurez. Et tu sais ce que c'est? C'est ce que c'est? C'est ce que c'est un oula-oula? Non, c'est quoi? Non. C'est un oiseau. Un petit oiseau. Tout petit oiseau. Toute petite patte, des énormes couilles. Et quand il se pose, il fait oula. Alors? Non. Dans Les Gamins. Oh, j'ai pas vu. Alain Chabat. Qui tire un pétard avec son gendre qui est Max Boublil dans Les Gamins et le petit dealer c'est Jean-Patrick de la Garçonnière qui dit sur le Coran. C'est magnifique, c'est à voir Les Gamins, c'est génial. Attention, nouvel extrait. Je me suis trouvé incapable de me résoudre à laisser cette maison 2 jours durant entre vos mains sans personne pour vous surveiller. Autant lâcher une bande de singes hors de leur cage. Ce serait pas Josiane Balasco? Non, parce qu'il fait rire, Non, c'est... Vous n'êtes qu'une bande de rastafouères. Dans La Maison Tellier, c'est magnifique actrice. Catherine, le prénom? Vous ne l'avez pas? Catherine Jacob. Catherine Jacob. Oui. Eh oui, vous ne l'aviez pas. C'est pas grave. Allez, on continue. Ça, c'est très facile. Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin, il m'a dit de vous dire que le prochain arrivé, qu'il n'était pas seul. Jacques Villeray. Oui, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre était à l'affût. Alors, Jean-Pierre et Raphaël 2, Pascal et Pierre-Yves 3. Il reste 2 possibilités, évidemment. Tout se joue là-dessus. C'est parti.
Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est Nagui. Matin, midi et soir. Et je bloque ses paroles. Si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde. La mecque du karaoké. Le film karaoké, donc. Claudia. Oui, Claudia. Oui, Claudia Tagbo, oui, Pierre-Yves Martin. Allez, ça fait 4. Ils ont gagné, mais pour la dernière. Pour la dernière, Jean-Pierre, on vous laisse répondre. C'est qui ? Oui, Coluche dans l'air ou la cuisse, magnifique. Merci Jean-Pierre d'avoir joué avec nous, nous avoir accompagnés. Mes victoires pour Pierre-Yves et Pascal. Bravo messieurs. Raphaël, vous avez vraiment dit que c'est vrai, vous connaissez rien. Il n'y a que l'aile et la cuisse que j'ai vu de tous ceux qui ont été cités ce soir. Bon, très bien, très bien. On dit un petit salut à Alexandre Priam, c'est ça ? Oui, il est là. Bonsoir Alexandre. Bonsoir les vraies voix. Bah dis donc. C'était cinéma ce soir. Ah bah oui, cinéma, mais c'est soir de fête, retour de la Pro D2. Ah bah le rugby nous avait manqué sur Sud Radio. Oui, on pouvait pas passer un mois et demi sans rugby, c'est pas possible. Ça revient effectivement avec la première journée de Pro D2. Toutes les rencontres sur Sud Radio, 7 au programme ce soir et ça commence dans quelques instants du côté d'Aguilera à Biarritz. Ah, il est prêt, Alexandre Priam. Merci Alexandre, à tout de suite. J'en profite pour remercier Pierre-Yves Martin, Pascal Giral, Raphaël Rémy Leleu. Vous nous avez accompagné une bonne partie de cet été. C'est un plaisir tous les trois de vous avoir à chaque fois. Je m'étais fait un petit trio magique là ce soir. Merci à vous tous. À demain pour les vraies voix de l'été pour la dernière et puis tout de suite Alexandre Priam. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, vous a présenté Les vraies voix Sud Radio.